en avant aussi le travail au niveau de la Chambre d'agriculture. Alors, on veut que cette soirée aussi soit interactive, donc n'hésitez pas à poser des questions par la discussion en bas de votre écran, ou alors dans réaction, vous avez possibilité de lever la main et on pourra donner la parole pour poser des questions à l'oral. Donc, pour introduire ce soir le thème sur accéder à la ressource en eau et comment faire pour y accéder, dans un premier temps, en guise d'introduction, je dirais que l'accès à l'eau pour nos fermes, c'est un capital. Et l'irrigation, c'est une source de diversification de nos productions, mais c'est aussi une source de sécurisation des stocks fourragers pour les éleveurs, une sécurisation des filières existantes et aussi une sécurisation économique de nos exploitations. Et sans irrigation, on ne gagnera pas, on n'aura pas on ne pourra pas remplir l'objectif que nous a fixé le ministre d'avoir une souveraineté alimentaire en France. Donc, au niveau de la soirée, nous allons aborder les différentes questions liées à l'accès à l'eau. Bien sûr, aujourd'hui, les travaux de la Chambre d'agriculture, on la connaît pour sa gestion quantitative et notamment l'OIGC. Et Pascal Châtaignier reviendra sur l'OIGC ce soir, mais aussi sur la création de ressources en eau, qui peuvent être des études loi sur l'eau pour la création de forages, ou alors la création de retenues collinaires de stockage d'eau, et notamment un PTGE, un projet de territoire gestion de l'eau qui est en route à l'est du département. Tu as coupé ton micro. On n'a plus de son, oui. Ouais, on m'a coupé mon micro alors. Et en matière d'expérimentation, de suivi des cultures et aussi de travail sur les outils d'aide à la décision. Donc, au cours de la soirée, on va avoir différents intervenants. Benoît Louchard qui fera un point, Loïs Taon et Romain Dufer et bien sûr Pascal Châtaignier sur l'OIGC. Après, pour redresser l'irrigation, je dirais le contexte agricole, si on peut changer de diapo, parce que je n'ai pas la main, moi. Juste avant, merci. Donc, quelques chiffres pour redresser aujourd'hui avant de se centrer sur notre région et sur notre département. L'irrigation, aujourd'hui, en France, ça représente 11% des volumes prélevés. 59% des volumes prélevés sont pour l'énergie, 19% sont pour l'eau potable et 11% sont pour l'industrie. C'est des sources qui datent du mois de juin 2017 d'une mission du CGA-ER. L'irrigation, par rapport à la SAU, c'est 6% de la SAU. Il y a 6% de la SAU qui est irriguée en France. La part, on retrouve à l'écran la part d'irrigation sur notre département par canton, où on voit le pourcentage. Donc, on peut dire que le département du Loiret et notamment la région centre, on le voit sur un graphique, sur un tableau en bas à droite, où l'irrigation sur le département du Loiret est très important et notamment plus important suivant les cantons. Alors, pour refaire un petit point aujourd'hui sur le graphique, la région centre n'est plus la première au rang des surfaces irrigables parce que ça, c'était avant le changement de région. Et bien sûr, le Poitou-Charentes qui est réuni avec Aquitaine passe devant nous voilà, sur les surfaces irrigables. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas changé de périmètre de région. Donc voilà, en guise d'introduction, je vais laisser la parole à Loïs Taon qui va vous dresser le contexte hydrogéologique local. Bonsoir à tous. Je suis donc Loïs Taon, hydrogéologue à la Chambre d'agriculture du Loiret. Donc je vais vous
parler du contexte hydrogéologique local. Donc, qu'est-ce que c'est tout d'abord? C'est avant tout avoir la disponibilité en eau à l'échelle du territoire. Il faut savoir que cette disponibilité, elle est hétérogène, que ce soit dans l'espace ou dans le temps. Ce contexte hydrogéologique, il est déterminé par le contexte climatique, donc les précipitations, hein, qui sont là pour apporter donc l'eau sur le territoire, mais aussi par le contexte géomorphologique, donc à la fois par la forme des bassins versants, mais aussi par rapport à la géologie qui constitue ces bassins versants. Donc, en fonction des roches qui sont présentes sous nos pieds, l'eau peut être plus ou moins présente ou plus ou moins s'écouler au travers des cours d'eau, mais aussi par rapport à la nature des sols qui définit la réserve utile et la réserve facilement utilisable pour les cultures. Donc, je vous présentais à présent une carte géologique du Loiret. Donc, on a quand même plusieurs grands ensembles à l'échelle du Loiret. Donc, plutôt sur la partie ouest du Loiret, qui se situerait à l'ouest du Loing et au nord de la Loire, on a le grand ensemble de la nappe de Beauce, qui est un grand ensemble calcaire, qui est quand même facilement utilisable et exploitable pour l'irrigation. Si on va à l'est du Loing, on a la nappe de la Craie, qui est plus localisée avec des endroits qui sont plus facilement exploitables, mais un grand ensemble encore. Si on va plutôt au sud-est du département, là, on a un grand ensemble assez hétérogène entre sable, calcaire, qui est aussi exploitable, mais dans une moindre mesure. J'y reviendrai après. Après, dans le Val-de-Loire, on a le grand ensemble des alluvions de la Loire et de ces nappes d'accompagnement. Donc là aussi, qui est encore exploité par bon nombre d'exploitants pour l'irrigation, mais aussi pour d'autres usages. Et au sud de la Loire, on a le prolongement sous la forêt de Sologne, encore de la nappe de Beauce, qui est présente de part et d'autre de la Loire. Donc, je vais à présent parler sur la partie irrigation pour la création de forages. Donc, la création de forages dans le Loiret, on a avant tout des zones à privilégier et des zones à éviter. À privilégier parce que ce sont des zones où l'eau est facilement mobilisable, où la réglementation est peu présente ou peu contraignante. Donc pour ça, nous avons donc, comme je vous disais, le grand ensemble de la nappe de Beauce située à l'est du Loing. Ceci étant, dans cette nappe de Beauce, on a quand même des nappes qui sont à l'ouest du Loing, qui sont visées par des réglementations. Donc là, en orange assuré, on n'a que la partie supérieure de la nappe de Beauce qui sera disponible et la partie orange, là, sous la forêt d'Orléans, qui est réservée pour l'alimentation en eau potable, donc à éviter pour la création de nouveaux prélèvements. Pour ce qui est de la nappe d'accompagnement de la Loire et la nappe de Loire, elle est à éviter pour tout nouveau prélèvement, car la présence d'un moratoire préfectoral qui interdit tout nouveau prélèvement pour le moment. Quand on se situe au sud de la Loire, la nappe de Beauce étant protégée par la forêt de Sologne, celle-ci est aussi classée pour l'alimentation en eau potable, donc non exploitable pour l'irrigation. Et sur la partie est du département, on a quand même des zones à privilégier, donc la nappe de la Craie qui peut être utilisée, et au sud, on a des nappes de l'Albien et les sables du Cinomanien, quand ils ne sont pas couverts, ils peuvent aussi être utilisés pour la création de nouveaux prélèvements. Donc là, je vais rentrer dans une partie plutôt administrative avec la constitution des dossiers qui permettent d'obtenir un forage. Donc là, cette partie-là concerne essentiellement les eaux souterraines, excepté les nappes alluviales. Donc dès l'instant qu'on est sur un prélèvement supérieur à 1000 m3 par an, on regarde si on a un nappe de Beauce ou pas. Donc si on a un nappe de Beauce, c'est la capacité du prélèvement qui fera foi. Donc en dessous de 8 m3 déclaration, au-dessus de 8 m3 autorisation. Si on est hors nappe de Beauce, ce ne sera plus la capacité du prélèvement, mais le volume annuel. Il faudra se situer par rapport à l'échelle de 200 000 m3 par an. Donc en dessous, procédure de déclaration, au-dessus, procédure d'autorisation. Si toutefois on devait être en dessous de 1000 m3 par an, il s'agirait uniquement de faire une déclaration d'intention en mairie. Et donc, il ne serait pas nécessaire de réaliser un dossier complet pour la création du projet de forage. Donc là, pour les plans d'eau, pour les prélèvements en cours d'eau, nappe alluviale ou plan d'eau, ça serait exclusivement en fonction de la nature du prélèvement, donc le débit ou le pourcentage du débit du cours d'eau qui serait prélevé. Donc toujours pareil, on a cette différenciation entre déclaration et autorisation. Donc, vous avez les différents seuils.
et en dessous du seuil de 400 m3 ou 2% du débit du cours d'eau, le QMNA5 du cours d'eau, il s'agira uniquement de faire une déclaration en mairie. Donc, pour se situer, donc, qu'on soit en procédure de déclaration ou d'autorisation, au préalable, avant de réaliser un projet de forage, il y a un examen de demande au cas par cas à remettre à l'Adréal, qui se réserve une instruction de 2 mois. J'y reviendrai plus tard sur le déroulé de ces procédures, mais on peut voir que sur la procédure de déclaration, on est plutôt sur une procédure simplifiée, sans enquête publique. Donc, on est sur une durée d'à peu près d'instruction de 6 mois plus 2 mois, donc 8 mois minimum pour obtenir un forage, avec un avis du préfet. Quand on est en procédure d'autorisation, donc on est sur des seuils plus importants, il y a constitution du dossier, mais il y a aussi enquête publique et enquête administrative qui sont plus chronophages. Donc, on est sur des durées qui sont supérieures à 9 mois sur cette partie-là, plus les 2 mois de demande d'examen au cas par cas. Donc là, il faut avoir en tête à peu près une durée d'1 an. Donc, faire un forage, ça ne se résume pas à faire une demande et se dire le lendemain, je vais pouvoir faire mon trou pour faire mon forage d'irrigation. Il y a toute une procédure et une démarche à faire avant de pouvoir obtenir de l'autorisation, ne serait-ce de faire les travaux et ensuite de pouvoir avoir son forage. Je vais passer à présent la parole à Benoît Louchard qui va vous parler des retenues d'eau pour l'irrigation. Bonsoir tout le monde. Comment? Est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur la partie forage? Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a rien dans la partie conversée, mais s'il y a des gens qui veulent poser une question avec le micro, qu'ils le fassent en activant leur micro. Moi, j'en ai une. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Damien, je vois que vous êtes identifié comme Damien, allez-y. Oui, c'est ça. Moi, je voulais savoir les nappes. Activez votre micro. Ah, c'est fait. C'est fait pourtant. Et on a du son, non? Oui, c'est bon. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais, mais pourtant, ça doit marcher. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. En fait, moi, je voulais savoir ce que c'était les nappes, les alluviales. Ouais. Nappe alluviale. Une nappe alluviale, ce sont les nappes qui accompagnent les cours d'eau. Donc, ce sont les nappes qui sont en communication directe avec les cours d'eau, donc qui sont constituées par peu ou prou ce qu'on trouve dans le fond des rivières. Ce sont les nappes qui accompagnent les cours d'eau, en fait. D'accord. Ouais, donc, ça peut être à plusieurs kilomètres d'une rivière aussi. C'est le bordel. Allô? Oui, ça répond à votre question ou pas? Non, parce qu'en fait, moi, je voulais savoir, je suis à 3 km de la Loire, et ça compte aussi comme nappe alluviale? Ça dépend à quelle profondeur on se situe. À 4 mètres, quoi, à peu près. Donc oui, vous êtes dans la nappe d'accompagnement de la Loire. D'accord. Très bien. C'est bon. Et donc, on passe la parole à Benoît Louchard qui va nous parler des… J'avais une question aussi. Ah, pardon. C'est Arnaud, là. Donc, moi, j'ai un forage qui est en train de s'écouler. Je vais vous le faire par chat, là. C'est comme ça. On vous entend, là, allez-y. Ouais, donc moi, j'ai un forage qui est en train de s'écouler. Donc, il faut que j'en fasse un à côté. Est-ce qu'il faut que je demande simplement une autorisation pour faire toute une procédure, enquête publique et tout ça? Bon, je vais répondre. J'attends que le micro d'à côté soit coupé. Non, c'est ton son, Zali. Il est là. Ok. Le son? Oui. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend. J'espère. Oui. Donc, je voulais répondre sur le forage qui s'écroule. Donc, il y aura une étude à faire, en effet, une étude de déclaration loi sur l'eau.
Et par la suite, du coup, vous me recontacterez après, mais en effet, donc, vous ne serez pas exonéré, exempté de cette fameuse étude. Voilà. D'accord. Donc, il y a l'étude, il y a l'enquête publique, il y a tout, quoi. Alors, pas nécessairement l'enquête publique, on regardera votre dossier, tout dépend des seuils, justement, que vous envisagez. Les seuils ont été indiqués, hein, justement, avant. À voir dans quelle rubrique vous êtes. Après, ça dépend de la commune. Vous êtes sur quel coin? En fait, moi, c'est un forage qui est dans le Loir-et-Cher, mais qui est limite Loiret, sur Avaray. Ok. C'est à Taverne, c'est à côté de Taverne. Ok. Bon, bah, vous êtes avec les quotas d'eau, là, vous avez des Ouais, quotas? j'ai un quota d'eau, c'est nappe, c'est nappe blésoise. Oui, oui. Ok. Et puis voilà, quoi. Et puis j'ai un quota d'eau, ouais. Il faudra que je m'en rapproche de la Chambre du Loir-et-Cher pour la gestion de ce cas-là particulièrement. Ouais. Parce que pour vérifier les positions de la DZT du Loir-et-Cher, ouais. Dans tous les cas, nous, dans le Loiret, la procédure est celle-ci, c'est-à-dire que quand on a besoin de refaire un nouveau forage, on refait une nouvelle étude. D'accord. Okay. Voilà. Et enfin, vous pourrez me rappeler, parce que pour le Loir-et-Cher, c'est moi qui m'en occupe aussi. Ah bon, alors vous êtes monsieur, parce que attends, je vais noter. Je suis monsieur Louchard Benoît. D'accord, ok. Merci. De la chambre, quoi. Voilà. Okay. Bon, bah, je vous recontacterai la semaine prochaine. Merci. Ça marche. Benoît, tu nous... Je vais passer en effet oui, aux retenues d'irrigation. Donc en effet, on ne peut pas faire toujours de forage. Et oui, il y a quand même l'autre alternative qui est la retenue d'eau pour l'irrigation. Je vous ai mis tout de suite des diapos pour vous montrer quelles retenues sont envisageables et quelles retenues il ne faut pas envisager de construire. En 3 catégories tout simplement. La retenue collinaire, donc c'est en haut à gauche, à privilégier. Alors à privilégier, tout ce qui est à privilégier, donc c'est tout ce qui est faisable, tout ce qui est à éviter, c'est tout ce qui vraisemblablement risque de ne pas aboutir en instruction. Alors à privilégier, la retenue collinaire, c'est la retenue qui est alimentée par les eaux de ruissellement. Alors on peut aussi par simplification appeler les retenues collinaires les retenues alimentées par les eaux de drainage. Par exemple, comme le disait M. Méry, le vice-président de la Chambre au début de la réunion, c'est ce que nous sommes en train de construire sur l'est du Loiret, donc cette réserve d'irrigation alimentée par drainage. On peut aussi, alors, par contre, ce qu'il faut éviter, ce que je vous ai mis en dessous, c'est la réserve qui est alimentée par le cours d'eau et qui est même en travers de cours d'eau par barrage. Là, clairement, au niveau de l'instruction, ce qui va bloquer, c'est le barrage, tout simplement, en plus du prélèvement en cours d'eau. Il faut savoir que les cours d'eau, l'objectif réglementaire en ce moment du Code de l'environnement, c'est d'assurer la continuité écologique et sédimentaire des cours d'eau. Voilà. Ensuite, la retenue faisable, c'est la retenue alimentée par un forage en nappe souterraine. Alors, faisable, mais je vous le dis tout de suite, ça commence à se tendre un peu réglementairement parlant. Donc, aujourd'hui faisable, mais si vous avez des projets comme ça, il faut les faire aboutir plutôt bientôt. Alors, en dessous, vous voyez que cette réserve d'irrigation a un trait violet. Ce qu'il faut toujours quand on fait une réserve d'irrigation, c'est la rendre étanche par rapport au milieu extérieur. C'est-à-dire que votre réserve d'irrigation ne doit pas être en lien avec la nappe sous-jacente. Par analogie, ce qui est dessiné en dessous à éviter, c'est la réserve qui est à côté d'un cours d'eau. On pourrait croire qu'elle est déconnectée du cours d'eau, mais en fait, elle est alimentée par le sable qui est en lien directement avec le cours d'eau. La nappe alluviale, c'est ainsi qu'on l'appelle d'ailleurs, par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure. En troisième opportunité, vous avez aussi la retenue qui peut être alimentée par un cours d'eau, c'est possible. On a vu les seuils tout à l'heure déjà présentés dans les prélèvements là, bon. Et du coup, l'enjeu ici, c'est le problème de débit. Vous ne pourrez pas prélever plus d'un débit certain que je vous présenterai dans les diapos qui vont suivre. Il faut toujours savoir que, comme je vous l'ai dit juste avant, la réserve doit être déconnectable du milieu. Donc, n'oubliez pas le côté étanche par rapport au-dessous et aussi de pouvoir la déconnecter du cours d'eau quand vous n'êtes plus en situation de prélèvement. Devant cette situation de solution, soit vous avez un canal voilà, qui vous remplit la réserve et qui est coté, qui est dimensionné pour respecter les débits en question, soit vous prélevez en pompe. À l'inverse, ce qui n'est pas possible en dessous, c'est la réserve qui n'est pas déconnectée du milieu, donc qui se remplit constamment par le cours d'eau, et qui en plus dans ce dessin est liée aussi au cours d'eau par la fameuse nappe alluviale dont je vous parlais tout à l'heure.
Les seuils réglementaires. En effet, toujours les dossiers de déclaration autorisation avec ce que monsieur Taon vous a présenté par rapport aux procédures administratives qui peuvent prendre un peu de temps, d'où ce que monsieur Taon vous disait, et ce sur quoi j'insiste, c'est vraiment anticiper vos projets. Ne nous contactez pas pour avoir un forage dans 3 mois. J'insiste souvent parce que souvent c'est en effet ce qui se passe et là on est bien en peine parce que l'irrigant se retrouve souvent dans des situations difficiles tout simplement parce qu'il n'a pas d'eau pendant sa campagne d'irrigation durant laquelle il souhaitait avoir de l'eau, notamment lors des installations. Bien, pour les procédures loi sur l'eau par rapport à une réserve, ce qu'on va regarder, c'est l'impact de la réserve sur notamment son site d'implantation, à commencer par sa position dans le lit majeur d'un cours d'eau. Un lit majeur d'un cours d'eau, c'est la zone où il peut y avoir une inondation. Le lit majeur de la Loire est plutôt grand, par exemple. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est la surface d'implantation, la surface soustraite au lit majeur. Vous serez en régime de liberté en dessous de 400 mètres carrés et en déclaration entre 400 mètres carrés et 1 hectare. Au-delà, on sera en autorisation. L'emprise aussi sur la zone humide entre en jeu. Alors, le seuil de déclaration, tel que dans le Code de l'environnement, c'est 1000 mètres carrés. Au-delà de 10 000 mètres carrés, on est en autorisation. Sachez par ailleurs que si vous avez un projet qui est en zone humide, attention aux mesures compensatoires, parce que des documents s'ajoutent à la réglementation nationale, on appelle ça les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, qui vous demandent des compensations, et vous avez certainement déjà peut-être entendu le seuil de compensation à 200% en surface et fonctionnalité équivalente. Autant vous dire que si vous avez un projet en zone humide, dans la mesure du possible, essayez de le déplacer. Ensuite, sur la surface par rapport au miroir d'eau, le seuil de déclaration il est à 1000 mètres carrés. Certains plans d'eau de moins de 1000 mètres carrés sont tranquilles sur ce seuil-là, mais le seuil de déclaration est quand même assez grand, c'est-à-dire que jusqu'à 3 hectares, on va être en déclaration, ce qui laisse quand même de la place avant d'arriver en autorisation par rapport à cette rubrique. Il faut savoir aussi que la vidange du stockage d'eau est soumise, elle aussi, à une réglementation. Bien que quand on fait de l'irrigation, le but n'est pas de vidanger immédiatement une réserve d'irrigation, mais sachez que la réserve doit être dimensionnée pour être vidangée en cas d'urgence. Donc, la surface du miroir d'eau, elle est 1000 m² comme juste avant. Et après, on va regarder, alors vous voyez, le volume de la retenue, 500 000 m3 ou 10 mètres de haut. Autant vous dire que là encore, vous êtes large. Bien, moi, ce que je conseille souvent sur des projets de ce genre-là, c'est surtout de nous appeler, de m'appeler voilà, à la chambre avant de vous lancer parce que bon, la réglementation, vous l'avez vu, est compliquée et il faut bien identifier toutes les contraintes éventuellement sur ce genre de choses. Une question récurrente est aussi la source. Et une source, c'est plus qu'une zone humide, c'est une zone inondée. Donc, la source, en plus, quand vous voyez par rapport à la dimension cours d'eau, certaines réserves, l'objectif étant de positionner des réserves, par exemple, sur des réseaux de drainage ou des fossés jurés. Aujourd'hui, ces cours d'eau, je leur donne le nom qui est utilisé par la réglementation. Il faut vérifier justement que ce ne sont pas des cours d'eau si vous avez ce projet-là. Et pour vérifier notamment si ce sont ou pas des cours d'eau, vous avez des indicateurs aujourd'hui sur l'IGN à 25 000. Vous avez des traits bleus pointillés, ça vous parle peut-être. Bien. Ensuite, donc voilà, quand vous avez un projet de stockage d'eau, ce qui est important dès le début, c'est, quand je dis cerner le projet, c'est définir la surface d'implantation et le volume souhaité. Le volume souhaité va dépendre tout simplement de vos besoins. Donc, en fonction de la SAU que vous voulez irriguer et ce que vous voulez mettre dessus, vous en déduirez assez facilement le volume. Et c'est important de venir nous contacter avec déjà des éléments en termes de surface et de volume, parce que vous avez vu que réglementairement, nous, les points de vérification et les points d'attention, ce seront vraiment ces facteurs-là. Ensuite, sur la position, bien sûr, on vérifiera tous les zonages réglementaires en vigueur sur le site. Voilà. Au niveau de la Chambre d'agriculture, on peut là encore vous aider, pour vous aider à définir vos besoins en eau si nécessaire. Il va de soi que, donc au niveau de la Chambre, M. Méry vous en parlera ensuite, quand vous faites appel à nous, on peut vous aider aussi sur la faisabilité au-delà du technique,
au-delà de l'économique. On peut vous aider aussi sur le côté juridique, évidemment. Tout ça pour vous faire le dossier, comme on dit, loi sur l'eau, pour le déposer ensuite, donc en DDT, avec le préavis de l'Adréal, comme l'a dit M. Tan. Un autre point, peut-être qu'on peut faire un point sur les questions stockage de l'eau, propre au stockage de l'eau. Je vais couper mon micro. Alors, forage bouché, il y a 25 heures complètes, en effet, oui. Sachant qu'il a été cimenté. En plus, il est cimenté. Bon, ben voilà. Donc, voilà, si vous envisagez d'avoir un nouveau forage à peu près à l'endroit où il est là, il s'agira de toute façon de faire un nouveau forage puisqu'il est bouché, cimenté. Et réglementairement, de toute façon, ce sera un nouveau forage avec les procédures loi sur l'eau qui entrent en vigueur aujourd'hui. Il faut savoir que depuis 25 ans, nous avons eu plusieurs lois sur l'eau qui se sont succédées, donc notamment celle du 30 décembre 2006, et votre forage d'il y a 25 ans n'est plus compatible avec cette réglementation actuelle. Pas d'autres questions? Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'écrire. Au pire, de toute façon, on va continuer l'intervention et puis on continuera, on pourra rattraper les questions, hein. Donc, je reviens sur le PowerPoint. Voilà, ce que je voulais aussi évoquer très rapidement avec vous, c'est le côté compteur d'eau. Tout prélèvement doit avoir un compteur d'eau. OK. Donc, vous avez une facture, bien sûr, à l'agence de l'eau, Loire-Bretagne ou Seine-Normandie, dans ce département du Loiret. Les compteurs, il faut savoir qu'il y a un côté contrôle à gérer là-dessus. Donc, soit une remise à neuf ou un diagnostic par un organisme agréé. Sur le site de la Chambre d'agriculture du Loiret, vous avez la liste des organismes agréés dans l'onglet Info Machinisme. Alors donc le changement ou remise en état doit être fait tous les 9 ans, ou alors si vous optez pour le diagnostic, ça peut être le cas facilement, notamment pour les compteurs aujourd'hui électromagnétiques qui sont plutôt robustes, un diagnostic tous les 7 ans. L'enregistrement des volumes prélevés dans le registre doit être mensuel. Et à cela s'ajoute aussi aujourd'hui pour les irrigants qui sont sur le territoire de l'OUGC, la fameuse cotisation OUGC, mais ça Pascal Châtaignier vous en parlera sur les diapositives, les diapos prévus pour l'OUGC. Je redonne la parole à Loïs Taon qui va nous expliquer concrètement par rapport à ce qu'on vous a présenté sur les côtés création de forage ou de réserve d'irrigation, comment ça se passe. Bon, si vous faites bien sûr appel aussi au service de la Chambre, mais voilà un logigramme pour gérer des projets comme cela. Merci Benoît. Alors, donc là, on est sur un logigramme qui détaille à la fois pour les projets de forage, mais aussi pour les projets de retenue, stockage d'eau, comme Benoît a pu le présenter. Donc, ce type d'étude, comme ça a pu être dit, est fait par la Chambre, donc que ce soit en partenariat avec un bureau d'études qui s'appelle Antea Group pour les forages ou le bureau d'études Le Grand, qui est aussi notre partenaire pour les retenues d'irrigation. Donc, tout commence par, bien sûr, la signature d'un devis. Ensuite, il y a toujours une réunion de lancement sur le terrain afin de bien cadrer les choses et positionner les choses, ce qui nous permet aussi de récolter des informations pour les études. En amont de cela, on a bien assuré avant avec la DDT du département en question que le projet était viable, qu'il n'y avait pas de levier réglementaire qui s'opposait à la création des projets. Donc, ça, on peut le faire à titre gratuit. Vous nous sollicitez avec une carte et une succincte description du projet et on se charge de solliciter la DDT en question pour présenter votre projet. Donc, une fois la réunion de lancement de l'étude réalisée, les études peuvent être faites, que ce soit les études réglementaires, mais aussi géotechniques. Une fois que cela est fait, il y a un dépôt du dossier Andréal, ce que je vous disais tout à l'heure, le premier avis pour l'autorité environnementale de l'Adréal qui s'appelle le dossier d'évaluation au cas par cas. Donc, une fois que ce dossier est réalisé, il y a une signature du client pour le dépôt du dossier. L'Adréal émet son avis.
Si l'avis est favorable, on peut passer à l'étape suivante. Si l'avis est défavorable, il y a des compléments à apporter ou simplement le projet s'arrête là. Mais en général, si la DDT est validée, il n'y a pas de raison que le projet s'arrête à cet endroit-là. Ensuite, c'est le dépôt définitif de l'étude en DDT, donc le dossier complet, que ce soit l'étude de déclaration ou d'autorisation qui est déposée. Donc là, on se trouve à peu près à une période qui est à peu près 3 mois et demi, 4 mois et demi après la signature du devis. Bien sûr, ces durées sont conditionnées par la réalisation des études, mais aussi par la durée d'instruction des dossiers en DREAL, qui se réserve souvent, bien entendu, le droit d'instruire jusqu'au dernier jour votre dossier de la période réglementaire qui lui est attribuée. Donc, une fois que le dossier est déposé en DDT, la DDT a 2 mois pour répondre, ce qui nous amène à peu près 6-8 mois après la signature du devis. Donc, la DDT instruit cette étude, la valide ou demande des compléments. Donc, s'il y a demande de complément, l'instruction peut être retardée d'autant plus. En général, une demande de complément, ça retarde d'environ 2 mois d'instruction. Voilà. Et une fois que le dossier est réputé complet et validé par l'administration, c'est le moment de débuter les travaux. Donc, la DDT vous envoie une autorisation de débuter les travaux qui est signée par le préfet du département en question, vous autorisant sous une période notée dans l'autorisation à débuter les travaux. Une fois que les travaux sont réalisés, ça ne s'arrête pas là, il y a d'autres démarches à faire. Donc, quand on réalise l'ouvrage, bien sûr, il y avait des préconisations techniques qui sont précisées dans les études. Donc, il faut bien s'y tenir par les sociétés qui réalisent les travaux de forage ou de retenue d'irrigation. Il faut bien s'atteler à suivre les directives qui ont été écrites dans les études. Après, charge à l'irrigant de choisir l'entreprise qu'il souhaite pour réaliser les travaux. Après, nous, en chambre, on a éventuellement des listes d'entreprises pouvant réaliser les travaux, que ce soit de retenue ou que ce soit de forage. Donc, dans le cas particulier des forages, il y aura des essais de pompage par palier, des essais de pompage longue durée à réaliser. Dans le cas des retenues, il n'y a pas de choses particulières à noter. Ceci étant qu'il y aura dans les 2 cas un rapport de fin de travaux à prévoir qui est réalisé souvent par la société qui a fait les travaux. Sachez que nous, à la Chambre, on dispose de trames pour éventuellement aider ces entreprises à réaliser ce fameux rapport de fin de travaux. Une fois que c'est fait, il y a ce rapport de fin de travaux envoyé à la DDT qui, elle, va prendre le temps de relire les éléments envoyés, que ce soit par le foreur dans le cas des forages ou par l'entreprise qui a réalisé l'installation de stockage d'eau dans le cas de retenue, et qui vous délivrera l'autorisation de prélever dans l'ouvrage. Et une fois que vous aurez l'autorisation de prélever dans cet ouvrage, ce que nous on appelle un récépissé loi sur l'eau, qui est émis par le préfet, votre ouvrage sera régulier, ainsi que le prélèvement qui se passe à l'intérieur. Je vais passer la parole à Sébastien Méry qui va revenir sur l'appui des chambres d'agriculture. Et voilà. Merci Loïs. Donc, la chambre d'agriculture, les chambres d'agriculture sont là pour vous accompagner. C'est vrai que sur la présentation de Loïs, vu comme ça, d'un œil extérieur, je pense que ça peut paraître quand même assez lourd dans la durée. C'est vrai que faire un forage ou faire un projet de stockage d'eau, c'est jamais quelque chose d'anodin. On nous oppose aussi souvent le respect du milieu. Donc, on a une administration et puis d'autre côté, des personnes, enfin, je dirais bienveillantes ou pas, mais qui sont là pour regarder nos projets. Donc, ça demande d'être fait dans des directives cadrées et c'est pour ça que ça nous demande quelque chose de très formalisé. Mais bon, faut pas que ça soit un frein. La Chambre d'agriculture est vraiment là pour vous accompagner et des personnes comme Benoît Louchard et Loïs Daon ont une forte connaissance sur les dossiers et sont là pour faire amener au mieux vos dossiers et les faire aboutir au terme, quoi.
Donc après, dans le contenu des dossiers, pour rentrer en détail, c'est d'abord de voir la définition et le dimensionnement de votre projet qui soit en cohérence avec ce que vous souhaitez faire, avec l'exploitation, avec le besoin en eau. Bien sûr, la vérification de la faisabilité technique et réglementaire et d'accompagner les exploitants jusqu'à la fin des travaux pour vraiment sécuriser cet accès et dans ce cadre juridique, quoi. Donc, le rendu, c'est un dossier de déclaration, une autorisation de loi sur l'eau. Donc, une fois qu'on a l'accord de tout le monde, vous avez l'autorisation de faire l'ouvrage et un rapport de suivi des travaux. Et les plus de la prestation, c'est en partenariat, comme l'a dit Loïs, avec des bureaux d'études locaux sur lesquels on a l'habitude de s'appuyer et qui ont vraiment une connaissance. Et aussi, la Chambre d'agriculture a une force dans les négociations avec les autorités administratives. C'est vrai qu'on a souvent des questions, des allers-retours avec la DDT notamment, et on a vraiment une force pour aller appuyer au mieux vos dossiers. Donc voilà, je n'ai pas la main sur le diaporama. Donc après, d'un point de vue un petit peu plus technique, la Chambre peut vous accompagner notamment lorsque vous voulez faire un diagnostic sur vos forages, que ce soit la tête du forage ou alors une vidéo d'inspection sur le forage. On a investi dans une caméra qui nous permet alors… ça peut être aujourd'hui de vérifier votre forage s'il n'y a pas, parce qu'à force, dans le temps, il peut y avoir des corrosions sur la colonne, il peut y avoir certains accidents. Donc ça nous permet de vérifier ces choses-là. Et aussi, lors de transmission d'un départ à la retraite d'un exploitant et d'un nouvel agriculteur qui s'installerait, on peut faire aussi une vérification du forage pour que les deux parties aient une certitude de ce qui se passe dans un forage. Parce que on voit la tête extérieure, mais un forage, on n'est pas dedans. Et c'est vrai que au fil du temps, il évolue et c'est toujours intéressant d'avoir la main dessus, quoi. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, les dossiers loi sur l'eau pour tout ce qui va être création, régularisation de forage, dossier loi sur l'eau pour des régularisations aussi ou des créations d'installations de stockage et des réseaux de drainage, parce qu'on parle souvent, la Chambre d'agriculture a une compétence pour l'accès à l'eau, mais dans certaines situations, l'eau peut être problématique à certains moments de l'année. Et il a une nécessité de l'évacuer des parcelles, et donc on a une compétence aussi pour la régularisation des réseaux de drainage. Il me semble que maintenant, Romain Dufer va vous faire une présentation sur les coûts d'irrigation pour que vous ayez, pour avoir une idée de l'investissement qui peut vous être demandé et du coût de fonctionnement pour l'irrigation. Je te laisse la parole, Romain. Non, il n'y a pas le micro. Voilà. Ah, voilà. Je recommence. Donc, Romain Dufer, conseiller du coup en grande culture sur le secteur Pithiviers, également en irrigation. Donc, je vais faire un petit point rapide sur le coût de l'irrigation, puisque c'est quelque chose qui est quand même très important à prendre en compte. Et une fois donc que son réseau est bien paramétré et puis bien en adéquation avec ce qu'on compte faire en irrigation, c'est important de voir un peu les coûts et un peu le retour sur investissement qu'on peut en faire. Donc, pour le coût de l'irrigation, nous, on se base, donc je vais prendre un cas classique avec un enrouleur. On se base sur un enrouleur qui fait une campagne de 900 heures. Ça fait 45 000 mètres cubes pour passer dans l'enrouleur sur l'année. Et ça fait 150 hectares irrigués. Donc, 150 hectares, ça peut être 10 fois 15 hectares comme une SAU de 150 hectares. Donc, voilà, c'est important de tenir compte de ça. Et donc, à partir du barème d'entraide, à côté, voilà ce qu'on en sort, donc des frais variables fixes
Et puis, je rajoute du temps de surveillance parce que bah, c'est plein de choses à prendre en compte. J'ai séparé en trois parce que bah, ça anime toujours un petit peu un débat parce que voilà, qu'est-ce qu'on doit vraiment prendre en compte dans la partie irrigation? Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, on doit prendre la partie frais variable, qui est la partie eau, électricité, plus l'entretien. Donc, quand je parle d'entretien, c'est vraiment entretien du matériel, hein, le fait de graisser, les petites pannes, la crevaison, etc. Donc, qui coûte 1 euro, un peu plus d'1,50 € du millimètre, soit 47 € de l'hectare pour un passage de 30 millimètres. Voilà. Ensuite, la partie frais fixes que je vous expliquerai un petit peu en détail juste après, mais voilà, qu'on est toujours également à 1,50 € du millimètre. Donc cette partie-là, elle fait un peu plus discuter parce que on me dit que quoi qu'il arrive, même si une année on n'arrose pas, ces frais-là, quoi qu'il arrive, faut les rembourser quoi qu'il arrive. Donc voilà, nous, là, c'est le calcul vraiment à l'hectare irrigué si on prend l'optimum pour voir à peu près ce que coûte réellement un hectare d'irriguer un hectare. Et enfin, je rajoute les frais de main-d'œuvre parce que le temps est compté. Et en étant très, très soft, en comptant 1 heure par position d'enrouleur, plus 10 minutes de surveillance. Donc, j'ai fait un calcul à base de 3 hectares 30 par position, à 18 centimes du millimètre quand on met le coût à 18 € de l'heure. Ça nous fait 5,40 € également de l'hectare qu'on peut, soit 5,40 € de l'hectare, ouais, qu'on peut rajouter. Voilà, si vraiment on compte tout notre temps, parce que si c'est un employé qu'on doit prendre pendant l'été pour faire que de l'irrigation ou quoi que ce soit, c'est important de voir aussi le coût que ça représente. Je vais détailler maintenant rapidement les trois parties. Donc, dans la partie frais variables, hein, on avait donc 1,55 € pour les 30 millimètres, par millimètre, pardon. Donc, il y a 30 € de l'hectare d'énergie sur les 47 €. Donc, c'est vraiment la partie qui est la plus importante, hein, la partie énergie. La partie eau plus taxe de bassin qui représente un peu plus de 8 €, soit 28 centimes du millimètre. Et enfin, la partie entretien qu'on a sur l'amortissement qu'on compte autour de 9 € de l'hectare, c'est-à-dire 30 centimes du millimètre. Sur la partie frais fixes, donc c'est vraiment sur la partie amortissement du matériel. Donc c'est là, voilà, on se base sur les 150 hectares irrigués d'une installation. Le forage amorti sur 40 ans. Donc oui, on va me dire qu'il y a des forages qui tiennent largement plus de 40 ans, mais il y a aussi des forages qui font moins de 40 ans, comme les pompes. Des pompes qui font largement plus de 20 ans, mais d'autres qui sont ressorties au bout de 15 ans. Donc voilà, c'est vraiment dans l'optimum d'amortissement, comment on se base à partir des prix neufs qui nous sont donnés par les catalogues fournisseurs. Vous retrouvez donc la charge à l'hectare et la charge pour 100 mètres cubes, c'est-à-dire 10 millimètres. Et voilà, donc l'installation avec un forage, une pompe, un peu de tuyau en surface, un peu de tuyau en enterré et un enrouleur de 100 par 450. Voilà, donc une installation légère et soft, mais voilà, c'est important de bien tout paramétrer, enfin de tout adapter à son assolement et puis à ce qu'il y a irrigué parce qu'on peut rapidement passer à 2 enrouleurs et puis tout de suite on augmente un peu le coût au niveau des frais fixes qu'on va avoir sur l'exploitation. Donc voilà pour ma part, c'est assez rapide, mais bon, c'est vraiment pour mettre des chiffres en face de ça. Est-ce que j'étais trop vite? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui. J'ai un projet d'irriguer une trentaine d'hectares en rotation sur 3 ans, c'est-à-dire c'est 3 îlots de 30 hectares. Aujourd'hui, je me situe avec… j'ai rien du tout, hein, je pars sur de l'enterré, hein, je donne des chiffres. Un investissement avec un enrouleur, une pompe de remplissage, une pompe pour remettre en pression ma réserve. J'arrive à 90 000 € d'investissement avec un enrouleur. Sans la réserve.
Sans la réserve. Oui, oui, sans la réserve. Hein. Là, on parlait bien de matériel d'irrigation. On ne parle pas de la disponibilité en eau sur l'entreprise. Ouais. Si on regarde bien hein, au niveau, là, au final, on retire l'aspect coût du forage. Et puis la pompe qui est quand même nettement moins chère qu'une pompe qui descend le forage et qui va être à 50 voire 100 chevaux. Donc ça ne m'étonne pas qu'on arrive avec enrouleur plus deux pompes à 90 000 € avec l'enterré, oui. Oui. Comment ? Ouais, c'est cohérent. Par contre, le coût de la réserve sera peut-être supérieur au coût d'un forage. Oui. Après, le coût de la réserve d'irrigation. Le prix de la réserve, grosso et modo, c'est 4 fois le prix du forage. 4 fois le forage, ouais. Par contre, l'avantage, c'est que j'ai de l'eau disponible tout le temps. Un forage, pour retrouver en situation d'interdiction d'irriguer. Très bien. Nous allons donc poursuivre sur une thématique toute différente, mais pas tant. Les OUGC. Les OUGC, donc les organismes uniques de gestion collective. Et je laisse la parole à Loïs Taron pour nous en faire une définition. Donc, qu'est-ce qu'un organisme unique de gestion collective? C'est une entité qui a été créée par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006, qui a chargé de mettre en place une gestion collective et équitable de la ressource sur un périmètre hydrographique cohérent. Donc, le périmètre hydrographique cohérent ici, c'est la nappe de Beauce. La nappe de Beauce, c'est une nappe où la demande est bien supérieure à ce que la nappe peut fournir. Donc, on est sur ce qu'on appelle une ZRE, zone de répartition des eaux, qui nous impose de mettre en place une gestion collective et équitable de la ressource en eau. Donc, sur cette nappe de Beauce, on peut observer 9 secteurs différents. À l'échelle du Loiret, nous avons 3 secteurs. Donc, le plus vaste, ce qu'on peut appeler la Beauce centrale. Ensuite, plus à l'est, nous avons au nord le secteur bassin du Fusain, et plus au sud, entre la Besonde et la Loire, nous avons le secteur Montargois. Je vais passer la parole à Benoît qui vous explique un peu les différentes missions de l'organisme unique, que ça vous paraisse un peu moins nébuleux sur ce qui est fait au sein de cet organisme unique. Donc, concrètement, l'organisme unique, je pense que vous voyez ma souris, ma flèche, est chargé de répartir un volume prélevable, lui-même défini par une unité de gestion. Vous avez par exemple le mot SDAGE, SAGE, des mots un peu, des sigles qui peuvent paraître un peu bizarres, mais donc schéma d'aménagement et de gestion des eaux, par exemple SAGE, nappe de Beauce en l'occurrence pour ce qui nous concerne. Et donc ce volume prélevable, l'OUGC a la charge de l'attribuer à entre tous les agriculteurs irrigants conformément à un plan annuel de répartition du volume prélevable, lui-même défini conformément par ce qu'on appelle une autorisation unique pluriannuelle, c'est-à-dire que nous avons dû faire une étude soumise à autorisation avec enquête publique, très coûteuse, comme vous l'aviez peut-être reçu pour certains, et dans laquelle sont précisées toutes les règles de calcul, notamment, et l'incidence de ces calculs sur les milieux. Voilà. En fin d'année, nous sommes aussi contraints de faire un bilan d'activité, c'est-à-dire un rapport annuel qui contient le bilan des consommations. C'est pourquoi, concrètement, les irrigants, vers le mois de septembre, reçoivent un formulaire dans lequel il leur est demandé de saisir les déclarations. Tout ça, c'est une obligation réglementaire. Par ailleurs, le préfet nous demande toujours notre avis concernant les projets de création de nouveaux forages. Voici pour les missions obligatoires. Au-delà de ça, des missions facultatives pourraient être engagées sur initiative des OUGC. Et là, je n'en ai pas particulièrement à vous proposer dans les cadres des missions obligatoires des OUGC. Alors, je laisse la parole à Pascal Châtaignier qui va nous présenter, donc, voilà, en tant que président des OUGC du Loiret, ce que fait chaque année l'OUGC. Bonsoir à tous. Donc, le contexte réglementaire
Donc, c'est le plan de répartition annuel qui attribue un volume au forage et précise la masse impactée par la période de prélèvement. Et la particularité de certains EUGC d'attribuer un volume à l'irrigant suite aux négociations locales. Alors, ce qui a été négocié au niveau de la région, enfin de la nappe de Beauce, c'est que c'est ce que l'on appelle la fongibilité des quotas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un même secteur, c'est-à-dire nappe centrale ou Fusain ou Montargois, les quotas sont attribués à l'exploitation. Mais la fongibilité n'est pas possible entre deux secteurs, notamment par exemple entre nappe centrale et Fusain. Ça doit rester dans chaque secteur. Le contenu de ce plan de répartition, donc, c'est les informations relatives aux préleveurs irrigants, les modalités de prélèvement envisagées pour chacun d'eux au cours de l'année et par point de prélèvement. Et une précision, c'est que n'apparaissent dans le plan annuel de répartition que les irrigants l'ayant demandé. C'est-à-dire que tout irrigant qui n'a pas fait de demande n'aura pas de volume prélevable et ne pourra donc pas irriguer. Et de plus, pour pouvoir prétendre, il ne suffit pas d'être présent dans le PAR, il faut également être adhérent de l'OUGC, qui est dépositaire de l'autorisation unique de prélèvement, et être à jour de sa cotisation. Tu peux avancer, Loïs, s'il te plaît? Donc, au niveau du bilan de consommation, le contexte réglementaire, comme l'a dit Benoît juste avant, le bilan de consommation annuel fait état des consommations de l'ensemble des irrigants des irrigants présents dans le plan de répartition sur l'année écoulée. Ce bilan, il doit être remis à la préfecture avant le 31 décembre au plus tard, donc de l'année écoulée. Dernier délai. Bon, c'est une particularité cette année suite à des soucis de réseau sur la Chambre d'agriculture. Bon, on a un peu plus de temps, mais il faut qu'il soit déposé maintenant très rapidement. C'est pourquoi il est très important de retourner son bilan de consommation et sa demande de volume, puisque tout ça vous est envoyé en mois de septembre pour une réponse avant le 1er novembre. Et comme tout est envoyé dans le même courrier, autant tout faire il faut tout faire en même temps. Donc la démarche de volume pour l'année suivante et avant le 1er novembre, pour laisser le temps au service de la Chambre de traiter tous les dossiers. Et comme la facture de cotisation est jointe, autant régler en même temps la cotisation. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis les années suivantes pour des attributions d'eau. Voilà. Je vous remercie. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Très bien. Merci Pascal. Je vais reprendre la parole pour redresser et dresser un petit peu le bilan et puis avant tout ce que la Chambre d'agriculture peut vous apporter, notamment pour l'irrigation et les travaux qui sont réalisés. Donc, l'un des projets de la mandature de la Chambre d'agriculture du Loiret, c'est de sécuriser, mais aussi, comme on l'a vu, par les possibilités de création et d'accès à l'eau, de mobiliser la ressource en eau. Bien sûr, tout ça dans un cadre juridique adapté. On est contraint par des règles où on ne peut pas aller contre. Mais il y a des possibilités, comme on l'a vu, qui sont ouvertes de pouvoir pour de nouveaux irrigants, je dirais de personnes, d'accéder à l'eau. On a eu un débat aussi autour des réserves et puis des forages. En fait, le choix, généralement, il y a des coûts qui sont différents entre un forage est un petit peu moins onéreux, comme on l'a vu, par rapport à la création d'une réserve d'irrigation. Mais je dirais qu'il y a certains secteurs de notre département où on peut faire un forage avec une grande certitude de trouver de l'eau.
Donc là, on fait notre investissement en ayant à peu près la certitude d'avoir un volume d'eau. Mais par contre, il y a des secteurs sur le département où on n'a pas la sécurité d'avoir ce volume d'eau. Donc, on peut faire plusieurs forages avant de trouver de l'eau. Donc, c'est des investissements répétés. Et aussi où on peut être soumis à des restrictions, des arrêtés réguliers, presque tous les étés dans certains secteurs. Donc, la réserve et le stockage d'eau pourraient être un petit peu plus adaptés pour sécuriser la ressource en eau et aussi pour sécuriser le côté accès à l'eau immédiat, quoi. Donc après, au niveau de la Chambre d'agriculture, on travaille sur plusieurs domaines. On travaille sur l'irrigation de précision, puisqu'aujourd'hui, toute goutte d'eau utilisée doit l'être de la manière la plus efficiente possible. Ça nous est demandé. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi avec l'eau. On a une certaine pression, je dirais, sociétale, et donc on est obligé de travailler pour améliorer l'efficience de l'eau. Et ça, depuis les 20 dernières années, on a amélioré déjà de 30% l'efficience de l'eau. C'est-à-dire qu'on est capable, avec le même nombre de mètres cubes, d'avoir une productivité de 30% supérieure. On a des messages techniques aussi au niveau de la Chambre d'agriculture, notamment par rapport à l'irrigation, le suivi. On a aussi sur certaines cultures, des messages pour caler les débuts d'irrigation, les arrêts d'irrigation. Tout ça, c'est un travail de long terme que la Chambre d'agriculture a réalisé. Des expérimentations aussi pour le calage des modèles, puisque on a un département avec des territoires variés, avec des cultures différentes, et donc on est obligé de caler les modèles en fonction de chaque espèce et aussi en fonction du type de sol. Des outils de pilotage, et notamment un outil de pilotage avec NetIrig. NetIrig, c'est un logiciel, une OAD, un outil d'aide à la décision qui permet de piloter en fonction des espèces cultivées son irrigation. Et depuis l'année dernière, où on a eu une négociation avec la DDT, la souscription au logiciel NetIrig permet tout agriculteur qui justifie de l'utiliser permet de ne pas avoir, en cas d'arrêté, de restriction d'irrigation, d'arrêté de 24 heures ou 36 heures, c'est-à-dire seuil d'alerte ou seuil d'alerte renforcé. Par contre, lorsqu'on est en seuil de crise, c'est un arrêté de 48 heures. Là, on est obligé de respecter les arrêtés de 48 heures. On a une veille réglementaire aussi au niveau de la Chambre d'agriculture et bien sûr une communication. Alors, communication, que ce soit auprès des collectivités, mais aussi on communique très largement sur les enjeux de l'irrigation pour démontrer son rôle économique de l'irrigation et aussi notamment sur la promotion de la politique de stockage de l'eau, où la Chambre d'agriculture s'est mis en avant pour communiquer sur les intérêts. Après, on peut passer à la diapo suivante. Donc, avant tout, je ne sais pas, il y a eu des questions sur Xavier. Tu vois des questions sur le chat ou... Il y a juste une question sur est-ce que le diaporama sera disponible. Alors, on a enregistré toute l'intervention là et on mettra ça avec un lien sur le site de la Chambre d'agriculture et sur la chaîne YouTube de la Chambre d'agriculture. Le PowerPoint en tant que tel, on peut aussi éventuellement le mettre à disposition pour ceux qui le souhaitent. On pourra le mettre à disposition sur le site également de la Chambre d'agriculture. Voilà. Sinon, il y avait une question, et je pense qu'on y a répondu. Dans le cadre d'une CUMA, chacun doit déclarer, chaque irrigant de la CUMA, chaque adhérent de la CUMA doit déclarer son volume
à l'organisme unique. Par contre, c'est la CUMA fait la déclaration à l'agence de l'eau en général. On n'a plus d'autres questions ou oralement, non? Quelqu'un? Non, je vois des merci pour les présentations. Donc, on est dans le timing. Alors, j'ai reçu une question en privé concernant un bureau d'études qui dit, je remonte, voilà, que pour faire un forage, ce n'est qu'à partir de 50 mètres de profondeur où il faut l'accord de l'Adréal. Eh bien non, hein, ça n'a rien à voir d'ailleurs avec cette dimension-là. Et je pense que la sémantique 50 mètres de profondeur faisait appel au code minier, donc rien à voir en plus au code de l'environnement. Bon, en l'occurrence, ce qu'on vous a présenté par rapport à l'examen en cas par cas Andréal, c'est que la DDT n'a plus compétence pour vous dire si oui ou non vous êtes soumis à déclaration ou autorisation, mais il y a un service d'autorisation unique et la compétence est confiée en ce moment, du moins, à l'Adréal. Voilà pourquoi il y a ce fameux formulaire, et donc pour dire à votre bureau d'études que c'est un CERFA qui est plutôt long à compléter puisqu'il y a quand même plus d'une dizaine de pages, hein, et plus d'une dizaine aussi d'annexes. Voilà. Et j'avais une question pour savoir où faire le forage. Vous avez un Très bien. partenariat avec il n'y a pas d'autres questions. Oui. Donc écoutez, on va s'en arrêter là s'il n'y a plus d'autres questions. Merci en tout cas d'avoir participé et d'avoir écouté ce webinaire. On était une cinquantaine quasiment tout le long de la présentation. Donc je vous l'ai dit, la présentation a été enregistrée, donc elle sera disponible. Et puis on vous enverra également un petit questionnaire de satisfaction par mail demain pour avoir un petit retour de votre part sur la durée de l'intervention, sur les choses qui vous manqueraient éventuellement. Enfin, l'objectif, c'est d'essayer d'améliorer ce type de présentation. Xavier, si je peux me permettre, il y en aura sans doute deux prochainement, mais pas vraiment tout de suite. Une sur la certification agriculture biologie et une sur la diversification en élevage, mais plutôt fin février et début mars. Voilà, écoutez, merci à tous et à bientôt. Xavier, il y avait un monsieur qui posait une question. Frédéric Bouen. Je voulais savoir, pour savoir où chercher de l'eau ou faire un forage, qu'est-ce que vous avez comme service? Ah oui, mais nous, on l'entend pas. Vous n'entendez pas? Ce monsieur demande, pour faire un forage, est-ce qu'il y a un service à qui s'adresser pour savoir où mettre l'emplacement? Alors, pour faire un forage, je peux couper le son, c'est bon. Est-ce qu'il y a un service à qui s'adresser pour choisir l'emplacement? Ok. De toute façon, oui, on peut vous aider à répondre à ce genre de questions. Maintenant, la position d'un forage doit avant tout être pratique et hors zonage réglementaire. Bon, je doute que vous avez bien compris que vous ne ferez pas, vous n'envisagez pas forcément un forage à un lieu de zone humide, d'autant plus que c'est pas très pratique pour vous de limiter votre forage. Donc c'est assez logique. Mais tout à fait, on peut vous aider à affiner la position d'un forage, il n'y a aucun souci, mais cherchez plutôt déjà pour vous-même un côté pratique, hein, c'est ça la priorité. Ok. Merci. Un hectare de drainage fait quel volume d'eau collectée? Tout dépend de combien il pleut et tout dépend aussi de la réserve utile de votre sol et aussi du fonctionnement, en effet, du drainage. Bon, ma réponse est un peu je botte en touche, mais c'est-à-dire qu'il va falloir des données pour pouvoir vous répondre un peu mieux. Voilà. Bon, eh bien, je vous remercie d'avoir participé. Vous avez nos coordonnées sur le support de présentation, de toute façon. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite séance d'une heure sur la question comment accéder à l'irrigation, pardon. Et pour toute autre question, de toute façon, n'hésitez pas à nous contacter à la Chambre d'agriculture. Nous sommes là pour ça. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée.
de l'OIGC? Quel est le coût de l'OIGC? Bah, dis-le. J'ai une question aussi. Quel est le coût de l'OIGC? Eh bien, le montant varie chaque année. Il est défini par la cession de la Chambre d'agriculture du coup, cette année, il était de 25 € de part fixe, il me semble, 25 €. Et je dirais 40 centimes de part variable. Alors, la part variable, c'était 40 centimes pour 1000 mètres cubes attribués. Donc, c'était sur l'attribué. Ce qui fait qu'au final, les cotisations sont quand même d'un montant modéré. Ah, un calcul rapide, donc, pour 100 000 mètres cubes de quota, on est à 65 € à peu près. Bien. Eh bien, bonne soirée à tout le monde. Merci, bonne soirée. Bon. Merci à vous tous. Voilà. Très bien. Ah. Bon, ben, je peux y arriver. Code circulaire.